Alors c'est parti, écoutez, merci de nous avoir rejoints pour pour soulever cette question ensemble des robots en classe, oui, mais pourquoi faire? Pas pour prendre la poussière, bien sûr, on va en discuter tout de suite. D'ailleurs, si vous êtes là de toute façon, c'est que vous êtes déjà intéressé certainement au fait de la robotique éducative. Je vais laisser, Julien d'abord, lancer un petit peu, la problématique, des robots, bien plus large que juste l'usage en classe en fait, hein, faire le sens dans la société. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que là, on va parler un petit peu des robots en classe, mais justement, la question, c'est pourquoi utiliser des robots à l'école? Alors, il y a différentes raisons, notamment pour l'initiation des élèves. Tu peux passer la slide pour l'initiation des élèves à la science informatique, mais aussi les préparer donc au monde d'aujourd'hui et de demain. Voilà, l'objectif, c'est ce qui se rapproche vraiment de ce qu'on appelle un petit peu les compétences du 21e siècle et qui comprennent la manière dont tous ces nouveaux outils, qui sont aujourd'hui dans leur quotidien en permanence, fonctionnent et la manière dont ils influencent la société en fait la relation entre les deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une activité qui est loin d'être nouvelle. Voilà un exemple aujourd'hui d'une activité de robotique type, et voilà un exemple d'une activité hier, et ça, c'était il y a 50 ans. Donc, on se rend compte quand même que le parallèle est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est loin d'être une activité nouvelle. Un des précurseurs, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est Seymour Papert, avec Bravo. son… C'est bon, tac, voilà, Seymour Papert avec son langage logo et sa fameuse tortue. Donc là, l'idée, c'était aussi de développer un peu les apprentissages des élèves en robotique. Et ça, c'était il y a 50 ans. Voilà. Aujourd'hui, on en parle pour différentes raisons. Le matériel évolue, la problématique des compétences numériques des élèves aussi. Il y a quelque chose qui n'a jamais été aussi fort d'un point de vue de la société et des besoins. Donc forcément, des activités robotiques, elles reviennent, elles se remettent en place. Et donc forcément, ça s'accompagne d'un développement des compétences des élèves. Et ça, Morgane vous l'expliquera juste après. Donc ces nouveaux outils, ils rentrent en classe. Alors forcément, ce n'est pas des outils tous de ce type-là, hein. Il y en a de toutes sortes, mais pas forcément qui paraissent aussi plus ou moins évolués, on va dire. C'est plutôt des robots de ce type-là, des robots de sol, euh, comme par exemple Bluebot ou Bebot, mais aussi Timio, qu'on connaît mieux dans le canton. D'autres types de robots qui roulent, qui sont Dash aussi, qui est assez connu, et Dash and Dot, avec la petite boule qui peut faire de la musique en suivant le robot. Et puis, on a des robots plus ou moins inspirés de l'univers ludique un peu des élèves. C'est les robots de droite, Sphero, qui, eux, sont des robots qui roulent aussi, mais qui ressemblent un peu à l'univers de Star Wars et qui ont des liens un petit peu commerciaux. Donc, voilà un petit peu ces robots de sol. Puis, on a d'autres types de robots, d'autres même dispositifs. Ça va être, par exemple, les robots volants, comme les drones. À gauche, vous avez un élève qui programme un drone ici, et puis c'est quelque chose qui se développe de plus en plus parce qu'on va traiter différents niveaux en fait de programmation. On a les robots qui sont à concevoir, à monter, à construire, comme ceux que vous voyez en bas, ou encore même à assembler, comme les cubes, et qui, en fonction de l'assemblage qu'on effectue, l'objet effectue un parcours différent. Donc ça, c'est les robots d'un autre type. Et puis, on a des robots un peu plus évolués, moins présents. C'est par exemple les robots humanoïdes. Ces robots humanoïdes, ils sont utilisés dans différentes situations, notamment pour, par exemple, le soutien aux élèves qui ont des troubles du spectre de l'autisme et pour les aider. J'en ai même un qui vous dit coucou ce soir, qui est avec moi et qui suit tout cela attentivement. Donc, voilà un petit peu le type de robot humanoïde, par exemple, qui peut venir soutenir les apprentissages, et c'est une activité qui se développe de plus en plus. Enfin, il y a une catégorie de robots dont on parle un peu moins, mais qui est de plus en plus présente elle aussi. C'est un peu ce qu'on appelle les robots, les bots, des robots un petit peu avec une intelligence, souvent on en parle un petit peu rapidement, mais souvent un traitement de l'information assez puissant qui intègre là aussi de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle dans certains cas. Et en fait, ces outils sont de plus en plus performants, mais surtout, ils sont de plus en plus présents peut-être que vous en avez un chez vous, que ce soit Amazon, Apple ou autres. Ils sont nombreux maintenant à développer ces outils-là qui permettent d'interagir en permanence avec une collecte de données importante. Et ça apporte beaucoup de questions éthiques, sociales, notamment de leur utilisation et de leur compréhension par les plus jeunes. C'est pour ça que tous ces éléments-là amènent justement à leur intégration dans les salles de classe.
Justement, on va s'intéresser maintenant à cette question dans les salles de classe. On a fait des choix, on ne va pas partir non plus de quelque chose d'inventé, on va parler de la réalité dans l'école obligatoire du cycle 1 au cycle 3. Eh bien, on a des expériences déjà depuis pas mal de temps dans le canton de Vaud sur l'usage des robots en classe. On pourrait vous faire un panel de tout ça, mais on s'est intéressé aussi finalement à se dire, mais d'un même robot, finalement, on peut faire plusieurs usages. Donc, quelles sont un peu les catégories d'activités qu'on peut faire d'un même outil, d'un même robot? Donc, la première image, je vous mets, je te change de place, Julien. Voilà. D'un même robot comme le robot Nao dont vous a parlé Julien, eh bien, on pourrait d'abord avoir un usage tout simplement d'aller s'intéresser en soi, pour soi, de ce robot. Donc, aller voir à l'intérieur, voir comment il fonctionne, donc aller regarder à la loupe cette machine. On peut aussi avoir des usages qu'on retrouve, là, cette image en fait fait référence à une expérience co-writer qui a été menée à l'EPFL, dans le laboratoire de Pierre Dillembourg, où on fait appel au robot pour aller soutenir l'élève dans son apprentissage de l'écriture, dans sa dysorthographie éventuellement, mais on l'utilise comme un médiateur, un outil pour supporter ce type d'apprentissage. Et puis enfin, on peut aussi faire un autre usage. Julien a parlé un peu de l'aspect robotique sociale, eh bien, on peut faire un usage du même robot, mais pour, cette fois-ci, incarner un enfant, pour engager les élèves en classe, pour typiquement ici, pour la téléprésence. Donc, basé sur cette catégorisation, en fait, hein, ce petit tri qu'on peut faire, qu'on retrouve, on a essayé de voir en fait tout simplement ce qui se passe au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3. Alors, typiquement, depuis déjà bien une bonne dizaine d'années, la Bibot était présente au cycle 1. Maintenant, on voit largement la Bluebot. C'est un petit robot, comme on peut le voir, en fait, avec vraiment des boutons. Il y a l'aspect tactile du robot qui est important. Ce petit robot, en fait, eh bien, on va apprendre en fait à l'utiliser, enfin un usage de cet outil, pour ensuite, en fait, eh bien, c'est très souvent en fait ce qu'on retrouve comme activité avec ce type de robot de sol. Eh bien, c'est une activité en fait de déplacement, de repérage, de déplacement du robot, de repérage dans l'espace. Finalement, ça ressemble fortement à des activités qu'on retrouve déjà, même au format papier, en mathématiques par exemple. Donc on a longtemps utilisé ce petit appareil, cette petite machine pour soutenir ce type d'apprentissage des enfants. Et puis, mais comme on peut le faire aussi avec d'autres, j'ai voulu mettre cette petite image parce qu'on voit bien tout l'aspect emballage, essayer d'utiliser l'outil au service d'autre chose. Et donc sur cette image que vous voyez en bas à gauche, eh bien, on vous montre que c'est fait avec un Timio, un robot Timio comme celui-ci. Et donc sur l'image, en fait, finalement, vous en avez vous avez 7 robots Timio qui sont cachés par un emballage de petits trains, puisque l'activité qui est proposée ici, une activité Tool que vous pourrez trouver sur tool.ch, et certainement sur roteco aussi.ch, eh bien, cette activité est là pour soutenir l'expression orale des enfants. Et voilà, les enfants voient le petit train passer et puis ça illustre la chanson qu'ils devaient apprendre. Voilà, tout simplement. Et puis, on va très vite, en fait, retrouver, très vite, c'est pas si vite que ça, c'est que depuis quelques années, finalement, on s'autorise maintenant, parce que les curricula nous le permettent. Tu as dit un mot important, tu as dit qu'il y avait des capteurs. À s'intéresser aux capteurs. Servent ces capteurs? Non, on demande à d'autres enfants aussi. Qu'est-ce que quelqu'un sait à quoi servent les capteurs? Je vais demander à Romain. C'est vrai. Ceux-là sont des capteurs de proximité. Ils détectent les obstacles. Donc, Timio, il a des capteurs. Est-ce que la Bluebot, elle a aussi des capteurs?
Alors, je vous montre cet extrait qui, malheureusement, ça n'apparaît pas sur mon écran, l'auteur, mais il s'agit de Muriel Ducroux, qui est une enseignante de la région bordelaise en France. Et donc, cet extrait vidéo montre que cette enseignante a fait avec sa classe, a utilisé ce robot. Elle a utilisé 2 types de robots. Et puis maintenant, elle va chercher autre chose comme savoir. C'est plus un usage, elle n'utilise plus le robot au service des mathématiques, mais cette fois-ci, c'est pour viser des éléments de sciences informatiques en lien avec la machine, et elle veut dégager, faire conceptualiser par les enfants ce qu'est un capteur, ce qu'est un actionneur, et puis elle va aller même plus loin, elle va essayer d'aller distinguer finalement un automate d'un robot. Donc tout ça en fait finalement, c'est... Tu as dit Je vais refaire parler. Voilà, c'est assez nouveau, et finalement, c'était pourtant quelque part aussi un peu le souhait de Monsieur Papert, il y a maintenant 50 ans, comme l'a dit Julien tout à l'heure, d'aller aussi s'intéresser à des éléments de sciences informatiques. Alors, ce qu'on vous a présenté, là, c'est un cas particulier, mais bien sûr, eh bien, ça peut se retrouver avec n'importe quel autre robot. On n'est pas ici pour faire la promotion d'un seul type de robot. Vous voyez, il y en a plein sur l'écran qui permettent finalement de faire le même type d'activité. Je ne sais pas si ça vous frappe. En tout cas, moi, en tant que formatrice enseignante, j'étais enseignante cycle 1, cycle 2, ça me frappe de voir que là, ce qu'on propose, eh bien, c'est essentiellement du déplacement dans l'espace. Donc, on peut se poser cette question finalement. Attention aussi aux outils qu'on emploie en classe, parce que finalement, on est en train d'un peu de stéréotyper l'usage de ces robots. D'autant plus que là, on le fait dès le cycle 1, alors il faut aussi faire attention parce que voilà, on ancre aussi un certain usage dans la tête des élèves. Alors, du coup, pour faire un tout petit résumé rapidement, si on reprend cette catégorisation, eh bien, au cycle 1, on va pouvoir utiliser donc concrètement dans le canton de Vaud, on utilise Bluebot, je sais qu'il y a encore des Bibots, et on utilise aussi le robot Timio, mais juste avec ses modes de base, donc c'est-à-dire lorsqu'on l'allume et qu'on utilise tout simplement ces 6 modes qui sont présents, déjà préprogrammés. Et donc, on va d'une part en fait pouvoir découvrir les composantes de la machine, que ce soit la Bluebot, que ce soit le Timio, que ce soit n'importe quel autre robot, distinguer si c'est un automate, un robot, voilà, rentrer dans des éléments davantage de sciences informatiques au sens large. Et puis, on va aussi avoir d'autres types d'usages dans des activités qui sont proposées, des usages qui sont là pour médier l'expression orale, pour aussi soutenir des apprentissages disciplinaires qui demandent en fait finalement de l'exercice. Et puis, on utilise ces robots-là tout simplement pour aller médier ceci. Et enfin, comme tout à l'heure, engager les enfants dans la tâche, parce que si vous avez eu l'occasion de faire entrer des robots dans une classe, c'est extraordinaire de voir le levier motivationnel qu'il y a. Ils sont tous heureux de pouvoir découvrir ce type de robot. Alors, je vous ai parlé de catégorisation d'activités. Il y a cette activité phare du cycle 1 qui consiste en fait à faire des déplacements. On la retrouve encore au cycle suivant. Mais ces déplacements, du coup, à mon sens, se caractérisent davantage sur voilà, cette activité canonique qui est le suivi de ligne, de line following. On trouve ça un petit peu partout. C'est intéressant parce que dès lors qu'on fait un suivi de ligne, il s'agit d'aller détecter cette ligne. Donc, on fait appel à un autre type de programmation qui est davantage événementiel et qui n'est plus de l'ordre tout simplement de quelque chose de séquentiel, d'ordré. Donc, vous avez différents exemples, encore une fois. Celui avec Ozobot qui permet aussi de distinguer différentes couleurs. Le robot Timio, lui, capte des nuances de gris. Et puis, on a aussi le petit robot Botley qui le permet. Et il y en a certainement encore d'autres. Mais donc, l'activité, la tâche qui est proposée aux enfants derrière sera la même.
Et elle consiste finalement à exécuter un suivi de ligne. Mais derrière ça, encore une fois, eh bien, ça va être de pouvoir aller identifier les capteurs et surtout leur fonctionnement, leur rôle. Quand le robot Timio suit une ligne au sol, eh bien, on va essayer de comprendre ce qu'il est en train de percevoir, de capter, et puis en fonction de ce qu'il capte, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, voilà, typiquement, on va utiliser, on va pouvoir amener un nouveau concept qui se situe quelque part très schématiquement entre capteur et actionneur. Au milieu, il y a cette cette intelligence, ce cerveau, voilà. On va pouvoir programmer le lien qu'on fait entre capteur et actionneur. Donc là, vous avez un exemple de Visual Programming Language, de langage de programmation visuelle, dont celui, le VPL de Timio. J'avance un petit peu plus. Un autre, donc là, on était sur la science informatique, et puis dès lors qu'on sait faire ça, on va pouvoir aussi, au cycle 2, faire un usage aussi de ces robots maintenant, mais plus pour faire de la science informatique. On s'assoit sur ces acquis pour en fait mettre ça au service, par exemple, du français pour l'expression écrite, et écrire un conte, essayer de dégager la structure du conte. On a la situation initiale, quand soudain arrive, il y a notre élément perturbateur, etc., etc. Je vais pas vous faire un cours de schéma quinaire, mais voilà le type voilà, de petite programmation. Je ne sais pas si ça va être de bonne qualité, mais on va pouvoir tout simplement aller programmer le robot qui suit la piste et qui est arrêté dès lors qu'on capte quelque chose. Je passe vite fait sur le reste, mes autres, si c'est possible. Voilà. On peut aussi, voilà, bon, là il y avait du son. Je vais passer rapidement. Donc, au cycle 2, on va poursuivre les apprentissages, mais on peut toujours, encore une fois, les caractériser. Programmer la machine, on va aller un petit peu plus loin aussi, on va pouvoir amener avec ça de la démarche scientifique. Tout à l'heure, Francesco a présenté aussi des activités avec la pensée informatique, computational thinking. On a pu mener des expériences là-dessus qui montrent ce qu'il a montré tout à l'heure, donc je ne vais pas le redire. Mais voilà ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir aussi donc, soutenir des apprentissages disciplinaires, encore une fois, développer des capacités transversales, parce qu'à travers toutes ces activités qu'on propose au moyen des robots, on vise aussi la pensée créative, on vise aussi la collaboration, la communication, on vise aussi le développement des stratégies, les démarches réflexives, bref, tout ce qu'on retrouve dans les capacités transversales. Et puis je passe encore plus vite, finalement, quelque part, je suis en train de construire dans ma première colonne ce qu'on retrouve derrière les STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Et j'ose rajouter dedans sciences informatiques. Si on avait STEAM avec un A, on aurait aussi les arts. Mais on retrouve donc derrière tout ça, petit à petit au cycle 3, finalement, l'usage des robots. Et c'est une autre caractéristique qu'on retrouve, là, cette fois-ci, c'est d'aller construire ce robot. On aurait pu se dire, tiens, on va commencer au début par construire le robot, mais c'est une activité qui est très, très compliquée à mener en classe et qui demande aussi beaucoup de logistique de la part de l'enseignant et beaucoup qui est aussi de compréhension, de compétences de la part des élèves. Et en même temps, donc, ce qu'on retrouve aussi, pourquoi les enseignants font de plus en plus aussi ce type d'activité, c'est parce qu'aussi, dans un autre côté, ils ont besoin aussi de plus de liens pour les élèves, de leur offrir des liens avec la société. Et donc, typiquement, on va essayer d'aller proposer en fait aux élèves de comprendre le fonctionnement, le rôle de certaines machines, de certains systèmes qu'on va aussi retrouver dans la société, là, comme par exemple ici dans une usine, un cobot qui est là pour aider, soutenir un ouvrier. Et puis aussi, finalement, ça revient aussi petit à petit à confronter les élèves à ce qu'on peut retrouver dans la société. Donc, ici, on a le microbit, mais il peut y avoir aussi tout un autre panel, plein de robots qui sont de plus en plus désincarnés, entre l'abeille à microbit. Et puis, on voit, donc, il y a je voulais vraiment figurer cette dimension-là, puis l'autre dimension, en fait, où on voit qu'il y a 3 activités phares, en fait, avec les usages qu'on peut faire des robots.
Voilà, le temps passe très très vite. Julien, je te laisse la parole. Oui, bah alors très rapidement, du coup, justement, alors, par rapport à l'enjeu sociétal, je vais essayer d'être très, très rapide parce que je crois qu'on a 2 minutes encore, même pas. Il y a beaucoup d'interactions entre les robots, ou du coup, les machines et l'homme, et donc y compris les plus jeunes. Si tu passes sur la suivante, sans forcément lancer la vidéo, on n'aura pas le temps. C'est une petite poupée ici que pourrait avoir une petite fille de 4-5 ans. Cette poupée, elle collectait des données, elle collectait des informations. En fait, on pouvait interagir avec elle. Elle était connectée à Internet. Et puis, du coup, en fait, c'était possible de la pirater. Elle a été retirée de la vente après quelques temps sur le marché. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Justement, ça donne un exemple de ces biais. Voilà, c'était aussi pour vous montrer le clip très promotionnel, alors que ça représentait quand même un gros danger par rapport à la collecte des données. Donc, c'est un question qui est de plus en plus important. Avant, les machines, comme vient de le dire Morgane, c'était beaucoup dans le monde du travail. Aujourd'hui, ça se déplace et puis on retrouve des robots aspirateurs, des robots tondeuses, des robots dans les hôpitaux, mais aussi des robots dans les bars. On n'est pas obligé de… Bon, si la vidéo se lance, c'est parfait. Mais voilà un exemple de robot dans un bar qui peut vous servir un verre quand le bar sera à nouveau ouvert, naturellement. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir… en fait, que ces robots, ces machines intègrent de plus en plus la société. Et donc, on le voit, il y a une évolution qui est rapide et forte. Je vous parlais avant de Nao, qui, par exemple, est beaucoup utilisé pour les interactions, en fait, pour simuler les interactions avec les élèves, parce qu'il n'a pas de jugement. Il voilà, il juge pas comme l'être humain. Et c'est vrai que c'est des outils qui sont très intéressants par rapport à… Là, vous voyez les dernières évolutions par rapport à ces outils-là. On voit que ça progresse vraiment rapidement. C'est pas un fake, c'est vraiment des vidéos qui sont actuelles d'une entreprise, Boston Dynamics. Donc voilà, pour conclure, l'idée, c'est que ces outils qui sont de plus en plus présents dans la société apportent une question de la confiance qu'on peut avoir envers eux, parce que sinon, voilà, on voit cette image de ces robots qui envahissent le monde, on en est loin, on en est très loin, mais l'objectif, c'est de développer une confiance, développer aussi justement ces questionnements par rapport à la place de ces machines dans la société, parce qu'il y a une évolution qui est capitale dans notre quotidien. Si on voit par la suite, voilà, vous avez les robots médicaux notamment, qui vont maintenant amener des opérations, qui vont avoir un comportement vraiment adapté à l'être humain. Tu peux passer, Morgane. Et on va avoir aussi des robots qui se posent d'autres questions, notamment ceux qui vont, par exemple, surveiller. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit robot qui est passé, on l'a vu pendant le confinement dans certains pays, où en fait, il surveillait les distances sociales entre les personnes dans les rues. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant, justement d'un point de vue éthique et social. Donc voilà, ça amène des questionnements, et je terminerai là-dessus, ça amène des questionnements d'un point de vue professionnel, pour les métiers de demain, tu peux passer. Ça amène un questionnement éthique, comment est-ce qu'on va accepter de déléguer et quelles tâches on va déléguer à un robot, qu'est-ce qu'on accepte de lui laisser, et puis ça va amener un questionnement juridique, qui est responsable de ce que vont faire ces robots dans notre quotidien, le programmeur, en tout cas pas le robot, en tout cas ça pose des questions. Voilà, écoutez, je montre juste rapidement cette dernière slide, mais par rapport à ces questions de la confiance, comme l'a présenté Julien, on en arrive à devoir aussi le pouvoir l'incarner en classe et à travers différents usages et visées surtout pédagogiques. Je fais juste référence à Gaudiello et Libby, qui ont déjà depuis quelques années en fait présenté les apprentissages de la robotique, par la robotique et avec la robotique. Donc il s'agit d'aller justement soutenir cette confiance des robots et de réfléchir en tant qu'enseignant à l'usage qu'on en fait en classe et l'intention pédagogique. Un grand merci, je crois qu'on doit vous proposer de retourner. Oui, merci beaucoup, désolé, on a un peu dépassé, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, avec plaisir.